puis bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente qu'on soit ensemble ici aujourd'hui. Je vais faire une brève introduction un peu sur la nouvelle raison d'être des entreprises pour vous amener à parler de la raison d'être de chacune de vos entreprises. Puis ensuite, ce sera très interactif. Donc, on a préparé des questions, mais on invite les gens, les participants aujourd'hui à poser leurs propres questions. Pascal est à nos côtés. Il va pouvoir relayer les questions au panel. Pierre-Olivier est là aussi. Donc, oui. On pourra tous interagir ensemble. Donc, en introduction à ce panel, ce que je voulais partager avec vous, c'est un peu l'évolution des entreprises au fil des ans. Donc, on va reculer au début, là, dans les années 80, de 80 à 90, on était dans un mode où les entreprises ont plutôt simplement réagi à la pression. Il y avait Greenpeace à l'époque, il y avait les grands activistes environnementaux. Il y a eu le protocole de Kyoto en 97. Donc, les entreprises étaient en réaction, puis de dire, oh mon Dieu, on pollue, on a une incidence sur l'environnement, ça pourrait avoir une incidence sur notre profitabilité éventuellement. La décennie suivante, on a commencé à réaliser que de faire s'occuper de l'environnement, c'était pas la seule chose à faire. Il fallait aussi s'occuper des gens. Et puis là, on a passé d'un mode de réaction à plus un mode de respect. Et le développement durable a commencé à prendre toute son ampleur, là, où on n'était pas juste sur le côté environnemental, mais on a ajouté le côté social. Puis avec ça, à la fin, là, en 2008, même tout le côté de gouvernance, là, avec les scandales financiers qu'il y a eu. Donc là, on a vraiment commencé à voir le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui le ESG, si on veut. Dans la décennie 2010 à 2019, on était dans un moment où on a commencé à voir les entreprises vraiment agir de façon très proactive, souvent sur une base individuelle. Et puis, c'est vraiment en 2019 où on a vu 200 entreprises américaines qui, ensemble, ont signé le Business Roundtable pour dire, nous, notre entreprise n'existe pas que pour générer des profits. Notre entreprise existe pour prendre soin de toutes les parties prenantes, puis l'environnement fait partie de ça. Donc, en 2019, 200 entreprises qui agissaient auparavant sur une base individuelle ont dit, c'est collectivement qu'on va y arriver. Puis on peut croire, là, quand on regarde les données qu'Alain Webster a partagées avec nous, sur une base individuelle, sans cet effort collectif, les émissions de gaz à effet de serre ne réduisent pas vraiment. Donc, je dirais que la décennie qui s'amorce, dans mon esprit, je l'appelle la décennie s'unir. C'est là où on doit travailler tout le monde ensemble, entre les entreprises, mais aussi avec les gouvernements puis nos parties prenantes. Puis on le voit d'ailleurs avec tout ce qui se passe du côté des investisseurs, puis la pandémie a forcé les gens à serrer les coudes puis à vraiment commencer à travailler ensemble. Qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir? Bien, ce qu'on voit dans les prochaines décennies, ça va être des décennies de régénération. Donc, on va aller vraiment au-delà. On a déjà le Sustainable Brands, qui est une association de plusieurs entreprises internationales, ont déclaré la décennie 2020 comme étant de Regenerative 20s. Donc, la décennie de la régénération, là où les entreprises devraient tenter de donner plus au monde que ce qu'elles n'en retirent. Et d'ailleurs, ça correspond à notre raison d'être et la vision audacieuse de Québec net positif. On croit que le Québec pourrait être la première juridiction net positive en Amérique, c'est-à-dire que le Québec pourrait générer plus de bénéfices pour la planète que ce que sa population et ses entreprises utilisent pour vivre et opérer. Donc, c'est vraiment notre raison d'être et on croit que vous êtes des entreprises inspirantes qui peuvent contribuer à cette raison d'être-là. Et sur ce, je vais vous inviter à présenter chacun la raison d'être de vos entreprises, à commencer par toi, Jocelyn, l'Imprimerie Sainte-Julie. L'Imprimerie Sainte-Julie, c'est une entreprise familiale qui date de 47 ans déjà. Fait que la raison d'être initiale, à ce moment-là, c'était vraiment d'approvisionner nos clients avec des étiquettes qui servent non seulement à identifier leurs produits, mais aussi servent à ajouter de la valeur à ce produit-là. Ça, c'était notre raison d'être originale, si on veut. Merci beaucoup. Est-ce que ça a évolué au fil des ans, cette raison d'être-là, ou c'est encore au cœur de qui vous êtes aujourd'hui? La raison d'être originale est encore là, mais je dirais que dans les dernières années, il y a 2 points principaux là, qui sont sortis. Si vous êtes déjà allé sur notre site web, vous avez sûrement vu qu'on se déclare comme étant des imprimeurs d'émotion. Alors, ça fait référence à l'équipe d'Imprimerie Sainte-Julie, qui est une équipe de passionnés, puis qui s'engage non seulement à fournir un produit, mais de la conception jusqu'à les livraisons, fournir une expérience client qui est vraiment intéressante. Puis dernièrement, bien évidemment, depuis 2018, on a intégré le développement durable là, dans notre démarche stratégique. Puis ça, on est en train, là, tranquillement, de se donner les moyens pour que ça avance en vitesse grand V.
Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jade maintenant. Jade, de ton côté, l'économie circulaire est vraiment déjà au cœur de ton modèle d'affaires. On a vu avec Jocelyn, il parle d'une entreprise qui existe depuis 47 ans, donc il a besoin de se placer sur une trajectoire de transition. Toi, tu as déjà initié une entreprise qui s'en va un peu dans la bonne direction là, de l'économie circulaire. Parle-nous-en, comment tu as pris la décision de créer cette entreprise-là? C'est ça, j'ai créé Minicycle en 2019. À travers mes études, j'ai réalisé qu'on parlait beaucoup, quand on parlait de durabilité, beaucoup de transport, de nourriture, de bâtiments, mais il n'y avait pas beaucoup de dialogue par rapport à tout ce qui englobe le milieu de la mode. Puis à ce moment-là, j'ai eu mon premier enfant, puis je me suis rendu compte que même si j'essayais de faire des efforts dans plusieurs facettes de ma vie de tous les jours, mais ça devenait très difficile de le faire pour la consommation pour les bébés, finalement. Puis j'essaie de trouver des ressources pour réutiliser les pièces ou encourager les bonnes compagnies dans ma façon de vivre, finalement. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de Minicycle. C'était vraiment de perturber le milieu de la mode, de changer la façon de faire, la rendre beaucoup plus circulaire, puis donner les outils aux gens de pouvoir participer. Le seconde main, ça reste encore tabou. Donc, c'était un peu d'intégrer cette idée-là de pouvoir ajouter tout le monde au concept de l'économie circulaire sans nécessairement exclure certaines personnes qui ne voulaient pas nécessairement consommer du seconde main. Donc, avec Minicycle, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on met sur notre plateforme des marques qui font bien les choses, qui utilisent des fibres naturelles, puis qui utilisent des confections qui sont bien faites pour pouvoir les réutiliser par la suite. Les personnes qui sont moins intéressées à consommer seconde main vont se procurer ces pièces-là neuves, vont les utiliser. Quand ils vont avoir terminé, ils vont nous les rapporter. Nous, on les lave, on les répare. Puis après ça, on a une autre catégorie de clients, disons, qui sont plus intéressés par justement les pièces qui sont seconde main puis qui vont réutiliser ces pièces-là. Quand ils ont terminé, ils nous les rapportent encore. Le cycle continue. Puis l'idée, c'est de réutiliser chaque pièce 4 à 5 fois. Parce qu'à ce moment-là, on enlève vraiment l'empreinte écologique que la pièce a eue dans sa fabrication à travers son utilisation. Merci beaucoup, Jade. C'est très intéressant de voir ton modèle d'affaires. Je me tourne maintenant vers Sudhir. Sudhir, qui est président et associé senior principal. Sudhir, parle-nous de votre firme d'architecture, sa raison d'être, sa mission. C'est aussi une firme qui existe depuis longtemps? Oui, en fait... Ça existe. On existe depuis 92, alors c'est 30 ans cette année. C'est super content de ça. Puis, pour être franche, la mission originale de notre firme, et on voit les deux fondateurs, Daniel et Marc, dans les archives, on voit les photos qui tiennent la planète, une grande photo de eux qui tient la planète. C'était vraiment de changer le monde. Il n'y a pas rien que ça. C'est pas moins que ça. Puis, moi, je dirais franchement que ça... Est-ce que ça a évolué? Oui. Les gens ont évolué. La façon dont on approche exactement ce défi, ça a évolué. C'est évidemment à travers l'architecture, l'urbanisme, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est resté super fondamental dans l'éthique, dans l'esprit, dans la mission de la firme. Puis, on continue. Donc, le moteur de l'entreprise, au départ, c'était les valeurs des dirigeants. Oui. C'est comme c'est l'éthique. C'est la raison d'être. C'est l'arrimage de ce raison d'être avec ce qu'on voyait venir, en fait. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je me tourne vers Jocelyn maintenant. Jocelyn, tu disais, depuis 2018, on intègre le développement durable dans l'entreprise. Mais est-ce que ça a été un défi d'intégrer le développement durable chez Imprimerie Sainte-Julie ou c'est quelque chose qui s'est fait plutôt naturellement? Bien, je serais malhonnête de dire que ça a toujours été fluide, là, mais dans l'ensemble, vous savez, si on ne veut pas faire de greenwashing, ça prend des actions, ça prend des faits. Il faut être capable de témoigner par des actions concrètes, mais des faits qui sont mesurables, parce que sans ça, c'est du vent. Là. Fait que dans notre cas, à nous, ça se fait plus naturellement parce qu'on n'a pas, vous savez, dans certaines entreprises, souvent, les gens qui sont concernés par le développement durable, surtout s'il y a un comité en place, des fois, ils vont avoir de la difficulté. On en a parlé tantôt, j'écoutais tantôt quand on était à l'arrière. C'est difficile de convaincre la direction si la direction n'est pas convaincue. Hein. C'est difficile d'aller de l'avant si la direction n'y croit pas. Dans notre cas, c'est plutôt l'inverse. J'ai la chance de travailler pour des patronnes qui sont... c'est dans leur ADN familial, l'éco-responsabilité depuis... je dirais bien avant que ce soit à la mode. Là.
Et souvent, quand je dis que c'est l'inverse, c'est que c'est souvent les patrons chez Imprimerie Sainte-Julie qui nous arrivent au comité de développement durable avec des idées de projets. Fait qu'on n'a pas à vendre ces projets-là à la direction. Fait que ça, c'est... je me considère extrêmement chanceux là, que ça fonctionne à l'inverse pour nous. Là. Mais c'est ça, on a intégré les actions du comité de développement durable. On est un comité de 8 personnes. On fait ça en plus de notre travail, mais on a imbriqué les actions du comité de développement durable avec le comité stratégique de l'entreprise. Fait qu'à tous les trimestres, moi, je vais au comité stratégique de l'entreprise pour rapporter, faire part des avancements de nos projets. Puis eux, c'est une communication bilatérale, puis eux nous font part de leurs commentaires puis des idées qu'ils ont. Fait que le comité travaille vraiment proche à proche avec la haute direction. Mais on sent, dans les dernières années, qu'il y a une énorme modification juste dans la façon d'observer les services potentiels et de la demande commence à changer. Ça commence à être écrit dans les appels d'offres même. Alors, c'est super clair que la réponse est oui. À quel niveau, nous sommes bien placés pour ça, mais à quel niveau ça va continuer, j'espère, très, très, très loin. Exactement. Nos clients sont là pour rester. C'est des clients qui reviennent à chaque semaine. Ils sont contents de pouvoir participer. Ils nous le font savoir en tout temps. Fait que c'est des clients quand même très engagés. Juste à titre d'idée, on reçoit au moins 2000 pièces seconde main par mois de 800 clients qui sont avec nous, qui veulent participer à l'économie circulaire, qui en parlent à leur communauté puis qui sont vraiment contents de voir Mini-Cycle grandir, si je peux dire. C'est très, très, très positif. C'est très encourageant de voir ça. Mais Jade, tu parles du nombre de clients qui t'apportent des marchandises. Je sais que tu es dans une démarche de certification B Corp puis tu as commencé à évaluer concrètement. Peux-tu nous donner des exemples concrets de l'impact environnemental d'une entreprise comme Mini-Cycle? Oui, bien c'est ça. En fait, l'industrie de la mode, ça a quand même un très grand impact. À chaque année, on produit globalement 53 millions de tonnes de vêtements. Puis ça, c'est produit à travers à peu près 97 % de matière vierge. Puis par la suite, 73 % de ces pièces-là se ramassent au dépotoir. Donc, c'est environ l'équivalent d'un camion de poubelle à chaque seconde qui est jeté au dépotoir de vêtements. Puis nous, c'est ça, depuis le début, là, c'est sûr, au début, on était quand même petits, mais là, on commence à prendre un peu plus de rapidité dans nos processus. On est rendu à environ 70 000 pièces recyclées, ce qui équivaut environ à 12 tonnes de vêtements qui ont été remis à neuf ou remis sur le marché, finalement. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir l'impact environnemental. Je vais me tourner vers Sudhir parce qu'on pense souvent que les entreprises de services n'ont pas d'impact environnemental puis n'ont pas nécessairement un rôle à jouer dans la transition. Mais toi, tu penses tout le contraire. Est-ce que tu veux nous en parler? Oh oui. En fait, c'est intéressant parce que tant qu'être architecte, on voit souvent que les décisions qu'on prend pour les environnements bâtis, ça passe à travers nous. Il y a un groupe qui passe avant nous, ça, c'est le client. Alors, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'il y a comme un service d'accompagnement du client. Et je vois ça dans toutes les entreprises, en fait, de services. Ce sont des entreprises qui sont intimement liées à l'éducation et à l'accompagnement des clients. Mais ça, c'est un levier énorme parce que dès qu'on commence à avoir les discussions avec les clients potentiels ou même des fournisseurs potentiels, etc., là, le knock-on effect de ça, c'est hallucinant. On a fait des études avec CIREG, un organisme local, pour comptabiliser la carbone là-dedans. Puis on a réalisé, juste avec un projet, que si on prend cette approche comme éducative, on va faire, en fait, on va faire genre un offset du projet par 35 fois. Alors, c'est comme le levier qui est on appelle ça le soft, le levier qui est là, qui est dans les services, c'est absolument non négligeable. C'est vraiment, il y a beaucoup de pouvoir là.
c'est très intéressant pour tout le monde qui est dans une entreprise de service de penser l'impact que mon entreprise a sur les autres. Exact. Puis là-dessus, je voudrais revenir vers Jocelyn parce que, Jocelyn, de votre côté, c'est comme plus évident pour nous. Hein? On se dit, bien, une imprimerie, il y a une chaîne d'approvisionnement, on fabrique des produits, il y a peut-être des matières résiduelles. Donc, on dirait que l'empreinte environnementale est plus claire. Mais ce que je vois de votre côté, c'est une mobilisation des fournisseurs, mais aussi votre grande capacité à influencer des grands donneurs d'ordre, à choisir des étiquettes éco-responsables. Donc, parle-nous un peu, c'est quoi votre rôle d'influenceur dans votre écosystème à vous? Bien, si je prends le domaine, je vais prendre un domaine parce que c'est un domaine qui nous touche beaucoup. On a beaucoup de clients dans l'alimentation. Dans le domaine alimentaire, les gros donneurs d'ordre, pour la plupart, ont déjà des programmes de développement durable très bien structurés, bien établis, puis ils sont à la recherche de clients qui rencontrent leurs critères. Ils ont souvent des critères très définis pour évaluer le fournisseur. Juste pour être fournisseur chez ces gens-là, il faut déjà rencontrer un minimum de critères qui ont déjà établis. Puis ça se fait dans je dirais pour... quand on essaie de faire affaire avec ces grosses compagnies-là, si on n'a pas de programme, si on n'a rien, déjà, si on n'a pas avancé un peu en développement durable, on n'a rien à leur apporter. Ils vont, à moins qu'il n'y ait vraiment pas le choix de faire affaire avec des fournisseurs qui ne sont pas certifiés, ils vont choisir un fournisseur qui est certifié. Puis je dirais qu'ils ont déjà des fourchettes de prix établies, puis à produit égal, ils vont définitivement privilégier un fournisseur qui a déjà une démarche de développement durable implantée versus quelqu'un qui n'a rien encore. Bien, je suis curieuse de savoir parce que tantôt, on disait en introduction, vous avez investi 1,1 million de dollars pour pouvoir offrir une nouvelle étiquette plus éco-responsable. Est-ce que c'est rentable de prendre des décisions comme celle-là, d'investissement significatif, les premiers au Canada? Donc, c'est quand même quelque chose d'assez audacieux. Oui, mais on avait fait nos devoirs avant. Là. En fait, les gros donneurs d'ordre dans l'alimentation, là, eux aussi vont dans les foires commerciales en Europe, un peu partout. Puis le produit dont on parle, là, les étiquettes linerless, c'est quelque chose que nous, on cherchait déjà depuis quelques années, un produit de remplacement qui était plus écologique que nos étiquettes, parce qu'on ne se cachera pas qu'en imprimerie, on ne gagne pas des prix en éco-responsabilité. Fait qu'on cherchait déjà, comme je le mentionnais, c'est dans les valeurs de l'entreprise, on cherchait déjà des produits de remplacement. Puis quand on a vu ce produit-là, qui est déjà commercialisé en Europe depuis plusieurs années, mais ici au Canada, on n'en voyait pas. Fait que quand on a vu ça, nos dirigeants ont contacté ceux qui ont développé cette technologie-là en Europe. Puis, on a contracté la licence pour être capable de l'importer au Canada. C'est ce qui fait que là, on est les premiers et présentement, on est encore exclusif là, pour un bout de temps. Puis, est-ce que c'est rentable? Bien, d'après ce qu'on peut voir, on a fait nos devoirs comme n'importe quelle entreprise. On a d'abord évalué le projet. Est-ce que ça pouvait être rentable? Puis, il y a toujours un acte de foi à faire quand on développe un nouveau produit puis qu'on fait un investissement. Mais ça, selon les calculs, c'était rentable. Puis, selon ce qu'on voit présentement dans notre carnet de commandes pour cette famille de produits-là, la réponse est oui. On pense pas. Les premiers résultats, les ventes démontrent qu'on a fait le bon choix. Ah, bravo, c'est vraiment intéressant. Je me demande de ton côté, Jade, tu partais un nouveau modèle d'affaires. La rentabilité doit être au rendez-vous, c'est sûr et certain. Est-ce que, étant donné ton fort engagement envers le climat, des fois, tu as eu peut-être à mettre une priorité sur l'action climatique, peut-être au détriment de la rentabilité à court terme de ton entreprise? Comment ça se passe chez toi? Bien, c'est sûr que, premièrement, avec le modèle d'affaires, ce qui est arrivé, c'est que Mini-Cycle est devenu populaire quand même très rapidement. Tu sais, je pense qu'on a eu une bonne traction dès le début. Mais c'est certain que toutes nos décisions sont basées pas juste sur la profitabilité, mais aussi sur les piliers de l'environnement puis des sociétés. C'est de là pourquoi on se fait certifier B Corp aussi, parce qu'on regarde aussi l'impact selon la pollution, l'impact selon nos employés, notre impact social. Mais c'est sûr que dans tous les jours, toutes les décisions qui sont prises plus envers les employés, la société et l'environnement, ça coûte plus cher que
les autres options qui seraient offertes à nous. Comme par exemple, ce qu'on parlait l'autre fois, c'est en ce moment, parce qu'on opère principalement en ligne, donc ça produit beaucoup de déchets. Puis au début, on voulait vraiment essayer de se positionner plus à essayer de diminuer ces déchets-là. Donc, toutes nos commandes sont envoyées à travers des sacs qui sont compostables. C'est des sacs faits de maïs qui sont compostables après 6 mois. C'est sûr que c'est pas la solution idéale, mais au moins c'est une solution qui remplace le plastique qui souvent est utilisé seulement 1 ou 2 fois. Puis ça, évidemment, mais il y a un coût qui vient avec ça. On fait la même chose avec toutes nos étiquettes d'envoi qui sont imprimées sur du papier qui va se décomposer plus vite avec de l'encre végétale. Donc, dans toute la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur, on doit regarder chaque décision puis la baser sur les 3 piliers vraiment. Mais c'est intéressant parce que la clientèle est au rendez-vous. De ton côté, Soudir, est-ce que aussi ça pose parfois des défis là, d'essayer de concilier rentabilité, court terme avec un engagement climatique aussi fort? Oui, surtout dans le passé. Parce que pour vraiment considérer, mettons, l'écosystème autour d'un projet, il faut considérer ce que le monde financier considère les externalités. C'est-à-dire qu'il faut faire la recherche dans les domaines et dans les sujets qui ne sont pas, à prime abord, connus ou reconnus d'être dans le value chain de la chaîne de valeur de ce qu'on livre aux clients. Cependant, ce qu'on voit déjà, c'est que cette chaîne de valeur commence à avoir une autre sorte de définition. C'est parce que les clients commencent à aligner leurs propres valeurs, leur propre mission avec le bien-être de la planète. Bien, ça, c'est très intéressant parce que maintenant, c'est plus le cas qu'on prend en considération les systèmes écosystémiques sans avoir la reconnaissance d'y faire. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est que je pense que tout cet investissement qui nous distingue probablement de plusieurs de nos concurrents commence à devenir le nécessaire dans le domaine. Alors, oui, peut-être c'est un investissement, mais ce qui m'a attiré beaucoup avec la démarche de ce panel, c'est que j'ai parlé de la courbe. Nous sommes vraiment là. T'sais, nous sommes vraiment juste au hockey stick, le parti bas de ce bâton-là, puis le futur est incroyable. Je suis super excité. Bien, moi, je peux vous dire, dans le courant de la dernière année, il y a au moins, on a embauché quand même plusieurs employés cette année. Il y en a au moins un que, personnellement, j'ai eu connaissance il m'a mentionné que ce qui l'a attiré vers Imprimerie Sainte-Julie, c'est notre onglet développement durable sur notre site Web. Okay? Fait que ça, c'est vraiment concret. Mais puis pourquoi on le publicise sur notre site Web, notre engagement, c'est que ça fait partie de nos valeurs. Oui. Fait que c'est intéressant. Nous, on est content de recruter des employés qui ont les mêmes valeurs que nous. Définitivement. On est une super équipe. Tout le monde est là pour la même mission. C'est vraiment beau à voir. Puis c'est ça, quand on doit engager, j'ai l'impression que c'est sûr de rejoindre les gens pour comme afficher le poste, c'est pas toujours l'affaire la plus facile à faire, mais quand les gens savent qu'il y a un poste de disponible chez Mini-Cycle, il y a toujours de l'attrait. Puis je dirais que c'est la chose numéro 1 pour laquelle les gens viennent travailler avec nous. En fait, c'est la vie est trop courte et tout le monde le sait maintenant à travers les dernières quelques années. Puis, alors que notre raison d'être est super solide, claire comme le bleu ciel, je pense que ça attire exactement le type d'employé qu'on veut. Et en fait, on ne se pense pas comme boss et employé. Nous sommes les collaborateurs dans la même mission. C'est super simple comme ça. Puis, c'est un grand, grand plaisir de travailler. Tout le monde qui ont travaillé avec les gens, avec les mêmes visions, les mêmes valeurs, on comprend tous. Ça change chaque matin. C'est que quand on se lève du lit puis on dit « OK, let's go », c'est fantastique. Mais Soudir, là-dessus, tu parles de tes valeurs, puis tu es ici pour en parler publiquement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, est-ce que c'est dangereux, risqué, ou si c'est payant de prendre position publiquement pour le climat, pour l'action climatique? Toi, tu n'es pas gêné, là? Ça fait vraiment partie de ton valeur, mais c'est quoi les avantages que tu y vois? Bien, selon nous, l'avenir, c'est comme incontestablement
un futur avec, mettons, moins de carbone ou une autre relation avec le carbone, oui, avec plus d'harmonie avec la biosphère, plus d'équilibre en général. Et puis, alors, c'est comme ne pas parler de ça. Mettons, pense à ça comme ça. Les gens, ils ont comme un radar pour l'insincérité. Oui? Et alors, pour nous, là, le grand risque, c'est de ne pas parler de nos valeurs parce que les gens doivent savoir qu'ils ont des PME, des compagnies, des architectes, tout dans d'autres domaines, qui luttent pour exactement ça. Ça réconforte tout le monde et ça souligne le point. Si on arrête de parler ou si on se retire ou si on n'y parle pas, là, pour nous, anyway, le risque, c'est de ne pas le faire. Et je dirais que pour les autres entreprises qui n'ont peut-être pas fait ils n'ont pas sauté, regarde, il faut juste faire un pas. Il faut juste commencer et il faut y parler. Je pense que tout le monde le sait que finalement, on n'est plus dans les années 70. Oui, c'est fini ça. On comprend le futur et en fait, il y a un risque de ne pas parler de ce défi devant nous et les opportunités là-dedans. Oui, mais justement, parlant des opportunités, Jocelyn, chez vous à Imprimerie Sainte-Julie, vous avez résolument embrassé l'idée de vous placer sur une trajectoire de transition, de faire du développement durable. Qu'est-ce que c'est, selon toi, les compétences? Tu sais, concrètement, tu pouvais dire ce que vous devriez rechercher dans votre entreprise comme compétences chez vos leaders, chez votre équipe. Est-ce qu'il y a des éléments clés qui ressortent que tu dirais, bien, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait voir dans les autres entreprises? Ça va vous aider si vous faites preuve de ces valeurs-là ou ces compétences-là. Bien, je dirais, pour ceux qui n'ont pas encore entamé de démarche dans ce sens-là, moi, on l'a vécu. On ne sait pas trop par où commencer avec tout ça. Là, fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, de se faire... de ne pas essayer de réinventer la roue, mais il y a beaucoup d'experts disponibles pour accompagner les gens qui n'ont pas d'expérience au début. Puis, je pense que c'est une démarche, ça ne peut pas s'improviser. C'est une démarche qui se développe avec le temps. C'est des compétences qu'il faut acquérir. Puis ça, je pense que justement, en se faisant accompagner, on chemine graduellement. La première partie, c'est de s'informer nous-mêmes. Après ça, d'informer nos employés, de les éduquer, de mettre en place des choses. Puis après ça, on va s'ouvrir graduellement sur le monde extérieur. On va chercher à joindre des symbioses industrielles ou des choses comme ça. Fait que puis il ne faut pas sauter d'étape. Je pense qu'il faut y aller graduellement. Mais ça prend une volonté. Ça prend une volonté d'embarquer. Puis je pense que ceux qui décident de ne pas embarquer, ils vont manquer à parade. Ça illustre bien ce que tu dis de l'idée d'une trajectoire. Oui. Il y a peut-être 3500 chemins différents. Là. L'important, c'est d'identifier là où est-ce qu'on peut commencer à faire des premiers pas, comme le disait Sudir. Jade, de ton côté, est-ce qu'il y a des éléments essentiels là, qui sont ressortis de ton expérience que tu dis, mais ça, c'est vraiment essentiel à intégrer à une stratégie d'affaires, que ce soit une entreprise qui existe déjà ou une nouvelle que vous voulez lancer? Si vous voulez être sur une trajectoire de transition bas carbone et même peut-être net positive, comme je crois que sont les aspirations de Minicycle. Premièrement, je pense que c'est super important parce que, comme on parlait un peu plus tôt, c'est qu'il y a des externalités aussi dans les opérations des entreprises qui ne sont pas vraiment considérées, qui ne sont pas vraiment prises en compte quand on fait les calculs de rentabilité. Et de plus en plus, ces externalités-là vont être additionnées à nos coûts d'opération. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'un côté rentabilité de les inclure. Mais au-delà de ça, ce que je pense vraiment, c'est que jusqu'à présent, les compagnies ont vraiment opéré d'une façon linéaire. Donc, on prend des ressources, on fabrique quelque chose, on offre un produit, puis après, il y a la fin de vie, puis on se débarrasse de ce qu'on a utilisé, puis c'est tout. Mais là, c'est ça, de plus en plus, on se rend compte que c'est pas un modèle d'affaires qui fonctionne, puis les modèles d'affaires s'inspirent de plus en plus du système naturel. Comme j'expliquais souvent, que j'aime expliquer, c'est que quand on pense à un arbre qui perd ses feuilles à l'automne, bien, quand on regarde les feuilles, c'est pas un déchet, ça fait partie de l'écosystème, ça va aller nourrir la terre, ça va aller nourrir les insectes, puis ça va continuer comme ça en cycle. Donc, vraiment de penser aux compagnies dans cet ordre d'idée-là, je trouve que ça aide à s'enligner dans nos décisions. Est-ce que ce qu'on met en place va avoir une fin de vie? Cette fin de vie-là, comment est-ce qu'elle va être gérée? Est-ce qu'on peut régénérer ou réintégrer dans le cycle?
Parce que si on continue à dépenser, puis à gaspiller, puis à polluer de la façon qu'on le fait d'une façon linéaire, ben la planète ne peut pas soutenir toutes ces ressources-là finalement. C'est vraiment intéressant comme approche de penser à l'écosystème d'affaires comme un écosystème naturel. C'est vraiment intéressant. Puis, tu parles, Jade, aussi du très long terme, du long terme. Donc, je vais revenir peut-être vers toi, se dire, quand on regarde en 2030, par exemple, qui est quand même pas si loin, mais les objectifs assez ambitieux du gouvernement québécois là, d'avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre. Si tu te retournais en arrière puis tu croyais que les PME ont contribué à leur plein potentiel, là, qu'est-ce que tu verrais que les PME ont accompli pendant la prochaine décennie là, qui est déjà commencée? Bien, en fait, c'est une bonne question. Ça m'a fait beaucoup penser, ces questions-là. Je pense que, idéalement, quand on regarde par en arrière, on voit le courage. C'est comme... Et dans un sens, Jocelyn a mentionné que ça ne s'improvise pas, mais dans un autre sens, ça s'improvise totalement, ce qu'on doit faire. Et le premier pas, c'est le plus important. Alors, le courage d'y prendre, alors trouver le deuxième, puis après ça, juste trouver le troisième, mais de commencer. Et après ça, la solidarité. Alors, courage et solidarité, c'est l'idée d'en fait, s'entraider, de travailler ensemble, parce que c'est comme ça, et nous sommes très forts à ça au Québec, de travailler ensemble pour un fin commun. Là, ça va être super, super enrichissant. Mettons, de regarder par en arrière en 2030 puis voir, hey, on l'a fait. ça va être vraiment cool. Merci beaucoup. Courage et solidarité, c'est super. Puis j'entends aussi de la bienveillance à travers ça puis de l'entraide. Donc, aussi. Excellent, merci beaucoup. Jocelyn, de ton côté, vous avez déjà fait beaucoup depuis 2018, mais qu'est-ce qui vous reste à accomplir ou avez-vous des objectifs que vous visez là, dans les prochaines étapes? Comment tu vois un peu l'avenir pour Imprimerie Sainte-Julie? Des objectifs, on va toujours en avoir, ça c'est sûr, je pense que ça n'arrêtera jamais. Mais là, à court terme, nous, on vient d'entreprendre la démarche Carbon Leadership du Conseil des industries durables. Ça fait déjà quelques réunions qu'on a avec, justement, on est accompagné là-dedans. Puis cette démarche-là va nous permettre, justement, d'être capable, à l'interne, d'évaluer notre empreinte de carbone, de mesurer nos GES. On va comprendre l'outil, puis on va avoir des gens à l'interne, puis on va être capable d'avoir notre tableau de bord développement durable avec des indicateurs qu'on va avoir choisis puis qu'on va pouvoir mesurer. Fait que ça, là, ça revient à ce que je disais plus tôt tantôt. Là. Ça prend des faits. Tu ne peux pas dire au monde extérieur on est beau, on est bon, on est vert si tu n'as pas des faits pour appuyer. T'sais. Fait que là, nous, on va être capable de se mesurer. Fait qu'on on va pouvoir affirmer nos résultats, mais on va être capable aussi de voir où on doit s'améliorer. Puis ça va lancer d'autres initiatives. Ultimement, à long terme, on aimerait ça être carboneutre. Est-ce qu'on va y arriver? Ça serait bien le fun. Mais on se donne les outils pour y arriver. Bravo, c'est vraiment intéressant. De ton côté, Jade, qu'est-ce qui te reste à accomplir ou est-ce que tu as des objectifs là, qui sont un peu comme on a entendu Jocelyn avec son tableau de bord? Donc, il y a vraiment des choses très concrètes là, qu'il voit dans sa trajectoire de transition. Comment ça se passe de ton côté? On est juste au début. Il y a tellement de choses à faire. C'est sûr, un tableau de bord, ça serait vraiment l'idéal, mais on est encore tellement petit que j'ai l'impression que c'est encore un rêve lointain. Mais pour l'instant, mon focus premier, c'est de rejoindre le plus de gens possible puis de les inciter à changer leur façon de consommer leurs vêtements, finalement, en leur donnant le plus d'outils possible puis en donnant de l'information sur l'impact du milieu de la mode. Puis par la suite, ce serait aussi d'automatiser le plus possible notre plateforme pour pouvoir justement servir plus efficacement ces personnes-là puis avoir un plus gros impact. Merci beaucoup. Il nous reste à peine 4 minutes à ce panel. Je vais peut-être laisser la parole encore une fois, Jade. Là, on va passer la parole à chacun pour un dernier mot. Là. Qu'est-ce que tu aimerais que les participants retiennent de cette journée, de cette demi-journée qu'ils ont consacrée à la transition? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur transmettre? Bien, je pense que vraiment, si on veut changer les choses, il faut que ça vienne de chaque individu, de chaque entreprise, puis aussi au niveau gouvernemental. Fait que les outils doivent être là de tous les côtés.
les personnes individuelles doivent encourager les bonnes compagnies, les compagnies doivent changer leur façon de faire et évaluer comment vraiment diminuer leur empreinte carbone ou environnementale. Puis la même chose du côté gouvernemental, encourager les bonnes entreprises et avoir les bons fonds nécessaires à grossir justement notre façon d'agir au Québec, finalement. Puis c'est ça, l'idée vraiment de repenser la linéarité de l'économie, puis de l'avoir plus comme un écosystème naturel, puis où l'idée de déchets n'existe pas finalement, qu'il y a une régénération. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers toi, Sudir. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, un élément que tu aimerais partager? Oui, en fait, le mot, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez. Et vos aptitudes, vos habiletés sont complètement transférables. C'est vraiment un défi de flexibilité. C'est pas nécessaire de réinventer votre business, même si c'est possible de le faire. L'important, c'est de commencer à repenser comment ce que vous connaissez est transférable vers cette nouvelle économie qu'on a devant nous. Ouais. Merci beaucoup. Puis Jocelyn, en terminant? Ce que j'aimerais dire, c'est que pour les entreprises qui n'ont pas encore débuté et qui ne savent pas trop par quel bout prendre ça, c'est sûr qu'il y a des normes qui existent dont les référentiels peuvent servir de guide, mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est faites-vous accompagner. Il y a beaucoup de firmes qui sont là pour le faire. Puis avec les aides financières gouvernementales qui existent maintenant, comme le fonds EcoLeader, on n'a plus de raison de ne pas le faire, je pense. Bien, merci beaucoup. Donc, se faire accompagner dans un esprit flexible, ouvert, qui pense comme un écosystème, je pense que ça serait vraiment résumer un peu ce que vous avez partagé avec nous ce matin. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous.